Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 23 août 2025 et notre nouvel ami, Tony Aguilar, lieutenant-colonel, ancien béret vert américain qui était à Gaza. Bienvenue dans notre émission. Merci, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Permettez-moi de commencer, Tony. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler de vous à cause de ce que vous avez vécu à Gaza. La plupart d'entre nous ne savent pas vraiment ce qui s'y passe. Nous avons quelques informations provenant de vidéos et de photos en provenance de Gaza, mais nous ne savons pas ce qui s'y passe réellement. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué en arrivant là-bas? Il y a deux aspects de mon expérience à Gaza qui m'ont vraiment marqué et que je qualifierais de choquants. D'abord, le premier jour où je suis entré à Gaza, le 24 mai, j'ai été frappé par le niveau de destruction, le niveau d'anéantissement. Tout avait été rasé et détruit. Il n'y avait aucun signe de vie. C'était au-delà de ce que l'on voit habituellement en temps de guerre. C'était de l'anéantissement. Et cela m'a choqué, car j'ai été dans de nombreux endroits du monde à faire la guerre, et j'ai connu des combats parmi les plus intenses. En Irak, Bagdad, Mossoul, Sadr City, Fallujah, Taji, la province d'Anbar. Certains des affrontements les plus durs et les plus destructeurs de la guerre. Partout en Afghanistan, province de Helmand, Kaboul, Kandahar. Et puis en Syrie, à Deir ez-Zor, à Raqqa, en voyant la destruction et la lutte contre Daesh. Rien de ce que j'ai vécu ou vu ne se compare, ni même ne s'approche, du niveau de destruction et de l'anéantissement total qui s'est déroulé et qui se déroule encore, à Gaza. C'est troublant et c'est choquant. L'autre aspect concerne ce que fait la Fondation humanitaire de Gaza et ce dont elle fait partie en ce qui concerne l'opération planifiée et délibérée visant à déplacer la population de Gaza vers le sud. À ce stade, d'après ce que j'ai vu et ce que je savais être vrai, les faits sur le terrain montrent que le plan pour les sites de distribution sécurisés dans le sud a toujours été conçu, prévu dès le départ, pour servir de zone de transit humanitaire afin que l'ensemble de la population de Gaza soit déplacée vers le sud, pour les héberger dans cette immense et vaste ville de tentes, si l'on peut dire. Vous avez donc vu des images et vous avez entendu dans les médias parler des grandes tentes blanches à Gaza, où les Palestiniens déplacés qui ont perdu leur maison vivent dans ces camps de personnes déplacées à l'intérieur d'eux. C'est dans le centre de Gaza. C'est le camp Nasser, le camp de Khan Younis, le camp de Mawassi, le camp de Rafah. Dans ce qu'il reste de ce qui était autrefois le camp de Rafah, tout au sud, il n'existe plus aujourd'hui. Mais là où se trouvait le camp de Rafah, c'est là que le site de distribution sécurisé 1 a été construit. Ainsi, les FDI ont poussé tous les Palestiniens qui s'y trouvaient vers le nord, dans le corridor central, vers le camp de Mawassi, le camp de Khan Younis, les ont dispersés dans les camps existants, puis ont installé le site de distribution sécurisé 1 à l'endroit où se trouvait le camp de Rafah. Cette zone était donc autrefois un camp de déplacés. Elle le sera à nouveau. Et l'objectif est de déplacer tous les Palestiniens du nord de Gaza, Jabalia, la ville de Gaza, du centre de Gaza, de Beit Hanoun à Rafah, à Khan Younis et Mawassi, jusqu'au sud de Rafah, près de la frontière égyptienne. Ça se passe en ce moment même. Ce que j'ai vu pendant que j'étais là-bas, le fait que tout cela était déjà planifié et que c'était bien l'intention pour la suite, a été un véritable choc pour moi. J'étais sans voix face à l'implication des États-Unis dans cette affaire et face au fait que le monde reste spectateur de ce qui se passe. Car en ce moment, avec le lancement de l'opération Chariot de Gideon 2, qui est l'offensive sur la ville de Gaza,
Il y a 48 heures, les forces terrestres de défense israéliennes ont traversé le corridor de Netzarim pour entrer dans la ville de Gaza et commencer le nettoyage. On peut voir cela tous les jours dans les actualités. Les Palestiniens sont déplacés vers le sud, du centre vers le sud, du sud vers le centre, puis à nouveau du centre vers le sud, jusqu'à ce que finalement tous les Palestiniens soient déplacés vers le sud dans cette zone de transit d'assistance humanitaire. Et ce que le monde va bientôt voir, c'est ce qu'est la solution finale. Je crains ce jour, car il y a des discussions sur le déplacement de tous les Palestiniens de Gaza vers un autre endroit. Ce n'est pas approprié, ce n'est pas acceptable. Ou alors quoi? Vont-ils être affamés à mort? Vont-ils tous être tués? Que va-t-il se passer? Et c'est ce que je crains le plus, car à chaque étape jusqu'à présent, l'invasion, l'occupation, le déplacement du sud vers le centre, maintenant vers le nord, tout ce qu'Israël a dit qu'il ferait, a été fait. Donc l'étape suivante, la solution finale, je la redoute. Et je crains pour le monde et ce que nous allons voir si nous n'agissons pas maintenant. Tony, en ce qui concerne cette situation et l'aide aux Gazaouis, quelle est? Parce que le discours officiel du côté israélien essaye d'une certaine manière de convaincre l'opinion publique mondiale qu'il n'y a pas de famine à Gaza. Nous ne faisons rien. S'il se passe quelque chose, c'est à cause du Hamas. Ce n'est pas lié à l'armée israélienne, ni à ce que fait Israël. Et encore moins, même l'UNRWA n'en est pas responsable. Qui est responsable de la famine qui sévit à Gaza? Le gouvernement israélien et la GHF. Le gouvernement israélien est le cerveau derrière le plan, et la GHF en est l'agent ou l'outil pour sa mise en œuvre. La Fondation humanitaire de Gaza ne nourrit pas la population. La Fondation humanitaire de Gaza affame la population sous le camouflage de l'aide humanitaire. Et ils ne font qu'aggraver la famine si l'on considère simplement les chiffres et les quantités. La Fondation humanitaire de Gaza n'a pas répondu aux besoins, même pas à hauteur de 3% depuis sa création, depuis qu'ils ont commencé le 26 mai jusqu'à aujourd'hui. Ils fonctionnent en fournissant moins de 3% de ce qui est nécessaire chaque jour. À ce stade, 97% des besoins quotidiens ne sont pas satisfaits. Des gens meurent de faim. Nous ne leur fournissons pas d'eau. Nous leur donnons des denrées alimentaires sèches. Lorsque la Fondation humanitaire de Gaza parle de 120 ou 125 millions de repas, elle ne fournit pas des repas. Elle fournit des ingrédients bruts dans une boîte à partir desquels les gens peuvent préparer des repas. Mais nous ne leur donnons pas d'eau pour préparer ces repas. Ils doivent pouvoir cuisiner pour préparer ces repas. Où cuisinent-ils? Comment cuisinent-ils? Ils ne le font pas. La Fondation humanitaire de Gaza est un agent du génocide. La façon dont je le décrirais, c'est que si nous étions pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, les États-Unis, la Fondation humanitaire de Gaza, seraient en train de tourner le bouton de la chambre à gaz. Nous sommes complices. Nous en faisons partie. Et la Fondation humanitaire de Gaza a tenté de mentir et de tromper le peuple américain, pensant que les Américains ne verraient pas clair, qu'ils ne seraient pas assez informés pour comprendre. Mais les Américains sont informés, et ils le deviennent de plus en plus. Alors, qui est derrière ce plan? Le gouvernement israélien. Et l'outil de ce plan est la Fondation humanitaire de Gaza. Et l'Amérique, par conséquent, est complice. Tony, qui a créé le GHF, et quelle est la relation? Quelle est la communication, le type de communication qu'ils entretiennent avec les FDI en Israël? Comment trouvez-vous les liens entre les deux? Y a-t-il quelqu'un dans l'administration Trump ou dans l'administration actuelle à Washington qui essaie de faire quelque chose à ce sujet? Comment percevez-vous le lien entre cette organisation
le GHF, et la communication qu'ils ont avec les États-Unis et avec les Israéliens. Les liens sont très clairs. Les liens sont indiscutables entre GHF et Safe Reach Solutions, qui est l'entreprise de sous-traitance en Israël menant des opérations à Gaza, et UG Solutions, qui est la composante de sécurité qui m'a embauché pour servir en tant qu'opérateur de sécurité. En ce qui concerne GHF et ses liens avec le gouvernement, d'autres gouvernements ou des donateurs, c'est très mystérieux. C'est digne d'un roman d'espionnage. Le porte-parole de la Gaza Humanitarian Foundation, même lorsqu'un journaliste lui a demandé directement lors d'une mise à jour de la GHF « Qui sont vos donateurs et d'où proviennent leurs dons ?» a répondu « Je ne le divulguerai pas, je ne vous le dirai pas. » Nous avons donc ici une organisation humanitaire qui prétend être une organisation à but non lucratif, recevant de l'argent de donateurs, recevant 30 millions de dollars du gouvernement américain via l'USAID, et ils estiment ne pas avoir à divulguer l'identité de leurs donateurs. Dans l'histoire du travail humanitaire, non gouvernemental et à but non lucratif, ne pas révéler qui sont les donateurs, où va l'argent et comment il est dépensé est du jamais vu. Comment ils peuvent s'en tirer ainsi? Ils doivent être soutenus ou couverts par quelqu'un au sein de l'administration qui permet que cela se produise. Je ne sais pas qui ou quelle entité c'est, mais il est très clair que la Fondation humanitaire de Gaza est directement liée au gouvernement israélien. Johnny Moore est directement lié au gouvernement israélien en ce qui concerne le fonctionnement du GHF. Mais pour clarifier ce lien, sous la Gaza Humanitarian Foundation, il n'y a qu'une seule entreprise. Cette entreprise, c'est Safe Reach Solutions. Safe Reach Solutions est une société à but lucratif qui fait de l'argent. Ce n'est pas une organisation à but non lucratif. Ce n'est pas une organisation d'aide humanitaire. Ce n'est pas une organisation internationale. C'est une entreprise américaine à but lucratif. Ils ont le contrat, c'est-à-dire qu'ils sont payés par le gouvernement israélien via le COGAT via les FDE à Safe Reach Solutions. Le client de Safe Reach Solutions, le client, c'est les FDE. Je ne fais pas d'hypothèse là-dessus. Je sais que c'est absolument vrai, parce que le 8 juin, le directeur des opérations de Safe Reach Solutions, à Kerem Shalom, au centre des opérations, m'a dit que Tsahal est notre client. Nous travaillons pour Tsahal. Nous faisons ce qu'ils disent. Nous faisons ce qu'ils nous demandent de faire. Ce sont les clients. Nous travaillons pour eux. UG Solutions, qui est l'un des sous-traitants de Safe Reach Solutions, il y avait 3 sous-traitants sous Safe Reach Solutions. UG Solutions pour la sécurité, Arkel International pour la logistique et le transport, et LMCC, qui est une société israélienne responsable de la construction et des besoins en construction sur les sites. Donc ces 3 sous-traitants, UG Solutions est le sous-traitant pour lequel je travaillais, pour la sécurité. Et UG Solutions n'existait pas avant janvier. Avant cela, ils étaient la Sentinel Foundation, qui était directement liée à la personne qui est aujourd'hui PDG de Safe Reach Solutions. Safe Reach Solutions n'existait pas avant février de cette année. Donc alors que l'aide a été interrompue, le cessez-le-feu a pris fin et l'aide a été stoppée, empêchée par le gouvernement israélien d'entrer à Gaza, Safe Reach Solutions apparaît. La Gaza Humanitarian Foundation voit le jour alors qu'elle n'existait pas auparavant. Et de façon commode, tous ces éléments s'assemblent et se voient attribuer ce contrat. C'est très préoccupant. Ce sont des choses qui doivent être examinées, car il y a quelque chose d'anormal dans tout cela, et cela exige des réponses. Combien de camps disposent-ils pour fournir aux Gazaouis l'aide qu'ils essaient de leur apporter? Vous voulez dire des sites de distribution? Oui.
Des centres de distribution, oui. Donc 4. L'un d'eux, celui du nord, près du corridor de Netzarim, est fermé, hors service, à cause de l'opération Chariot de Gideon 2. Ce site, le site numéro 4, le site de distribution sécurisé numéro 4, dans le centre de Gaza, au nord de Burej, qui se trouve juste au sud du corridor de Netzarim, le long du Wadi Gaza et de la route Salah ad-Din, a maintenant été pris par les FDI et c'est devenu une base de snipers. Ils ont établi des positions de tireurs d'élite à partir de cet endroit pour tirer vers le nord. Ce n'est plus un site de distribution. Il n'en reste donc plus que 3. 3 sites de distribution subsistent. Sous l'ONU, à l'époque de la distribution onusienne, il y en avait 400 qui fonctionnaient chaque jour. World Food Kitchen, Programme alimentaire mondial, Médecins sans frontières, l'ONU, l'UNRWA et d'autres organisations qui géraient tous ces sites, fournissant non seulement de la nourriture, mais aussi des soins médicaux, de l'éducation, de l'hygiène, tout ce qui est nécessaire à la survie d'une société. Rappelez-vous, Gaza est complètement isolé. Israël contrôle la mer, l'air, la terre. Gaza est occupé et assiégé. Rien n'entre, rien ne sort. Tout ce dont ils ont besoin doit être apporté de l'extérieur. À l'époque de l'ONU, 550 camions par jour. Chaque jour se rendaient sur plus de 400 sites de distribution du sud au nord, de l'ouest à l'est, partout dans Gaza. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Et ces 3 points se trouvent tout au sud, à Rafah, près de la frontière égyptienne. Dans cette zone, au sud du corridor de Morag, le long de la route Philadelphie, ou le corridor Philadelphie qui longe la frontière égyptienne, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de Palestiniens qui y vivent. Tout est détruit. Tout a été rasé. Ainsi, les sites de distribution ont été installés à des endroits où il n'y a personne à servir. Les Palestiniens, pour atteindre ces sites, doivent marcher entre 8 et 10 kilomètres, parfois plus. Pour ceux qui viennent du nord, pour ceux qui sont expulsés du nord de Gaza et doivent parcourir tout le corridor côtier vers le sud, cela représente 23 kilomètres à sens unique. Les sites ont été délibérément construits comme un mécanisme planifié de déplacement pour déplacer toute la population vers le sud. Et en ce moment même, alors que l'opération Chariot de Gédéon 2 est en cours dans le nord, les Palestiniens sont forcés de descendre vers cette zone de campement que le GHF va gérer et pour laquelle le GHF fournira des gardes. À toute fin utile, c'est un camp de concentration. On concentre la population de Gaza dans une toute petite zone et la GHF, sous UG Solutions, fournira les gardes pour ces bases. Il procède maintenant à des relevés biométriques, scan rétinien, empreinte digitale, reconnaissance faciale, pour enregistrer tout le monde dans ce camp. La GHF présente cela comme « Oh, nous allons permettre aux gens de réserver un repas. » Donc, pour réserver un repas, nous devons scanner biométriquement leurs informations. Cela n'a aucun sens. Personne n'est dupe. Ils collectent des données biométriques. Et savez-vous qui possède la base de données de cette collecte biométrique? Toutes les données biométriques qui sont scannées et entrent dans la base de données. Savez-vous qui possède cette base de données? Ce sont les forces de défense israéliennes qui la possèdent. La Fondation humanitaire de Gaza est un instrument de génocide qui, sciemment, volontairement et avec plaisir, prend l'argent pour le faire. Tony, nous savons qu'auparavant, ils ont essayé de pousser tous ces Gazaouis vers le sud, vers Rafah. Ils ont déjà tenté cela, mais il semble qu'ils n'aient pas vraiment réussi à atteindre cet objectif. C'est pourquoi ils utilisent maintenant la famine pour forcer les gens à se déplacer vers le sud de Gaza. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Quel est l'objectif principal après cela? Que veulent-ils faire? Veulent-ils tuer le plus de gens possible par la famine, puis les envoyer dans le sud de Gaza, à Rafah, et ensuite les pousser en Égypte? J'aimerais savoir, les personnes qui vivent à Gaza, comment se sentent-elles?
De quoi parle-t-elle en voyant ce qui se passe avec la situation qu'elles vivent là-bas? Ainsi, Israël et les forces de défense israéliennes réussissent dans leur plan. Ils réussissent dans leur tentative de déplacer et de pousser les Palestiniens vers le sud, à travers le centre de Gaza, via le corridor de Netzarim au nord. Le corridor de Netzarim, par le biais d'un périmètre militaire, sépare le reste de Gaza du nord. Et par le nord, j'entends la ville de Gaza, Jabalia. Tout le nord est isolé. Rien ne peut entrer, rien ne peut sortir. Rien ne peut traverser le corridor de Netzarim. Tout ce qui se trouve au sud du corridor de Netzarim jusqu'au corridor de Morag est l'endroit où les Palestiniens vivent encore librement, dans une certaine mesure. La plupart des maisons, la plupart des quartiers, la plupart des espaces de vie ont été détruits et ils se trouvent maintenant dans des camps dans la zone centrale. Au sud du corridor de Morag, il n'y a rien. Tout a été détruit, tout a été rasé, personne n'y vit. Ainsi, lors des opérations menées au sud de Morag, ils ont expulsé tout le monde de Rafah, de Tanfal-Suna, vers le nord, tout rasé, établi ces sites de distribution qui vont maintenant devenir des zones de transit humanitaire, des camps de concentration, et ils vont déplacer tout le monde du centre vers le sud. C'est déjà en cours. Cela se passe en ce moment même. Alors que la population du nord est expulsée du nord de Gaza, à mesure que l'opération militaire se poursuit vers le nord, l'opération Chariot de Gédéon II a commencé au corridor de Netzarim et va avancer et nettoyer vers le nord jusqu'à la frontière Gaza-Israël près d'Erez. Cela se passe en ce moment même. Ainsi, alors que la population encore en vie, notez bien, des milliers et des milliers de personnes seront tuées dans les jours et les semaines à venir, à Gaza City et à Jabalia. Des milliers vont mourir sous les frappes aériennes, de faim, d'explosions, d'effondrements de bâtiments. Des milliers vont mourir. Des milliers. Ceux qui resteront seront repoussés vers le sud, le long du corridor côtier, jusqu'à l'extrême sud, où la Fondation humanitaire de Gaza les recevra et les installera dans ces zones de transit d'assistance humanitaire, comme ils les appellent. C'est ce qui se passe. Que ressentent les Palestiniens? Que ressentent les Gazaouis? Ils sont impuissants. Ils n'ont pas de voix. Ils n'ont pas de défenseur. Ils n'ont personne pour parler en leur nom et montrer au monde ce qui se passe. J'étais sur le site numéro 3, et le site numéro 3 est, enfin, j'ai travaillé sur tous les sites 1, 2, 3 et 4, avant que le 4 ne ferme. J'ai de l'expérience sur tous les sites. Ce jour-là, en particulier sur le site numéro 3, les FDI nous ont appelés à la radio et ont dit « Hey, évacuez le site, faites partir les civils du site. » Nous avancions, communiquions avec eux, leur disant qu'il était temps de partir, temps de bouger. J'ai dit à cette jeune fille et à sa famille qui était devant moi, « Ok, il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de rentrer à la maison. » Et elle sort une photo et dit, « C'était ma maison. Ma maison était juste ici. Elle a été détruite. Je n'ai nulle part où aller. » Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « C'est à vous de rentrer chez vous. » C'est ce qu'ils ressentent. Et ils ont parfaitement le droit de ressentir cela. Tony, penses-tu que le GHF change son comportement après ces discussions, après la pression exercée par les médias? Vont-ils changer leur comportement? Vont-ils changer la façon dont ils traitent les Palestiniens, les Gazaouis, ou vont-ils rester les mêmes qu'avant? Parce que nous savons que, d'une certaine manière, l'IDF ne se soucie pas de tuer des civils à Gaza. Mais qu'en est-il du GHF? Qui sont ces gens? Sont-ils principalement des vétérans ou des personnes ayant servi dans l'armée? Ils savent manier les armes. Ils savent comment gérer cela. Et comment réagissent-ils si quelque chose se passe là-bas?
Donc, pour être clair, la GHF, la Fondation humanitaire de Gaza, au niveau de la fondation, ils ne sont ni en Israël ni à Gaza. Il n'y a pas de GHF à Gaza. Il n'y a même pas de SRS, Safe Reach Solutions, à Gaza. Le personnel de Safe Reach Solutions se trouve en Israël à Kerem Shalom, au centre des opérations. Ceux qui entrent à Gaza, ce sont les chauffeurs de camions qui transportent l'aide et les gardes de UG Solutions. Les gardes de UG Solutions sont les seules personnes sous contrat autorisées à être armées, et ils le sont. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en termes de responsabilité, la seule responsabilité que vous avez à l'intérieur de Gaza, ce sont les agents de sécurité sous contrat avec UG Solutions, comme moi. J'étais là pour faire cela. C'est la seule mesure de responsabilité qui entre pour voir ce qui se passe. Le groupe central, le leader en charge, les responsables désignés pour chacun des sites, la direction et le noyau du groupe ont tous été recrutés parmi et sont des membres actifs du Infidels Motorcycle Club. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Laissez cela vous imprégner. Le Infidels Motorcycle Club est une organisation de vétérans. Il faut être vétéran pour en faire partie. Mais ils ont deux objectifs, combattre le djihad et éliminer tous les musulmans de la planète. Réfléchissez à cela. Laissez cela vous imprégner. L'organisation, qui est armée d'armes entièrement automatiques, mitrailleuses, fusils à pompe, pistolets, gaz lacrymogène, grenades fumigènes, grenades assourdissantes, tout ce que vous pouvez imaginer. Le noyau de cette organisation vit pour combattre le djihad et éliminer tous les musulmans de la terre. Que sont les Palestiniens? The matter is speaking the all. Majority. Arabs, Muslims. You have an organization that they're the only. Vous avez une organisation qui est la seule instance de responsabilité à Gaza, qui dit « Oh non, nous ne leur tirons pas dessus. Oh non, nous faisons tout dans les règles. » Chaque jour, des centaines et des centaines de Palestiniens meurent près de ces sites. Et le groupe qui dirige cette organisation, à la pointe de l'action, est une organisation qui se fait appeler les infidèles, le chef des infidèles. Un homme nommé Johnny Mulford, qui se trouve actuellement à Gaza. Il est en Israël. Il fait des allers-retours chaque jour à Gaza. Sur ses réseaux sociaux, il a publié un message proclamant « Israël est la nation suprême qui doit dominer toutes les autres ». C'est la personne que le GHF a engagée pour fournir de l'aide humanitaire à Gaza. Laissez cela vous interpeller. Allez sur leur site web. Regardez. C'est choquant, c'est abject, c'est inacceptable. It's unacceptable. Tony, chaque fois que nous parlons de Gaza, on parle toujours du Hamas. Le Hamas serait responsable de ceci, ferait cela, volerait l'aide et tout ça. As-tu vu des combattants du Hamas pendant les jours où tu étais à Gaza? Ou as-tu vu quelqu'un utiliser des armes ou attaquer les personnes qui essayaient de les aider? So my experience in Gaza Donc, mon expérience à Gaza, géographiquement parlant, consistait à passer chaque jour par la porte 231, à descendre le corridor Philadelphie jusqu'au site 1, 2 et 3, à traverser le sud de Khan Younes, le centre-sud de Rafah, le sud de Rafah, puis à continuer jusqu'à l'extrême sud de Gaza. J'ai également emprunté le corridor de la Birmanie vers le nord, jusqu'à la porte 96, pour entrer dans le centre de Gaza, puis le corridor de Netzarim, le long de la route Salah ad-Din, jusqu'au site 4, où j'ai passé du temps. J'ai donc vu pas mal de choses du centre au sud, ainsi que certaines zones intermédiaires. Pas tout ce qu'il y a entre les deux, mais certaines parties. Pas une seule fois, pas une seule fois. Je n'ai jamais observé ou vu un Palestinien armé à aucun moment, encore moins quelqu'un se déclarant être ou étant membre du Hamas. Maintenant, en tant que praticien militaire expérimenté, ayant combattu à la guerre, est-il possible que parmi la foule, ou probablement même parmi les foules se rendant sur les sites, le Hamas puisse s'y trouver?
Bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais je n'ai jamais vu personne armé et je n'ai jamais vu personne se proclamer du Hamas. Je n'ai jamais vu ou rencontré quelqu'un qui était agressif de quelque manière que ce soit. Et ce que le GHF devrait reconnaître et comprendre, c'est que les États-Unis et les entrepreneurs américains, UG Solutions, ne sont pas des combattants dans cette guerre. We are not combatants in this war. We are not belligerents in Israel versus. Nous ne sommes pas des belligérants dans le conflit entre Israël et le Hamas. Nous ne sommes même pas autorisés à fournir un soutien militaire. Le personnel de UG Solutions à Gaza, qui est lourdement armé, s'y trouve avec un visa touristique. Des touristes. Nous n'avons pas l'autorisation d'engager qui que ce soit avec une force létale ou non létale. La seule fois où nous pouvons intervenir, c'est dans le cadre d'un droit absolu et inhérent à la légitime défense. Et cette légitime défense doit être imminente, absolument imminente, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une menace directe et imminente. Pas la pensée d'une menace, pas la possibilité d'une menace, pas parce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une menace. Il doit y avoir une menace. Ce sont les règles, ce sont les lois. Donc, UG Solutions. UG Solutions. Vous en parliez. Au moment où vous avez mentionné la fusillade chez UG Solutions, ça s'est figé et nous n'avons rien entendu. Donc, comme vous le voyez dans les vidéos avec les tirs et l'absence de riposte, les forces de défense israéliennes, Tsahal, ne sont pas en situation de combat. Les soldats de la Tsahal, et dans certains cas clairement identifiés, des contractuels de UG Solutions, des contractuels américains, sont présents sur les lieux et tirent sur la population. Ils tirent sur la population pour communiquer avec elle et la contrôler. Donc, si je suis un contractuel de UG Solutions ou un soldat de la Tsahal, et que je vois un grand groupe de Palestiniens se diriger vers les sites, je vais tirer sur eux pour les empêcher de s'approcher, ou pour les diriger dans une certaine direction, ou encore pour les forcer à quitter le site. Et ce qui se passe, c'est que lorsque des milliers et des milliers de personnes se déplacent vers ces sites, il y a de grandes foules. Des gens qui entrent sur le site, d'autres qui en sortent. L'entrée et la sortie convergent toutes deux au même point, à la sortie du corridor de Morag. Ainsi, de grandes foules se retrouvent entassées, littéralement écrasées dans ces zones, et il devient très difficile de se déplacer. Alors, l'armée israélienne tire sur eux pour les effrayer, pour les pousser à bouger. Et cela en soi constitue un crime de guerre. La population civile non armée n'est pas composée de combattants. Il n'est pas acceptable, sous aucun prétexte, de tirer sur une population civile pour communiquer avec elle ou la faire bouger. Il n'y a aucune justification à cela. Cibler, ce qui signifie tirer dans la direction de ou tirer sur, pas seulement tirer directement sur une personne, mais tirer dans une foule, ou tirer à leurs pieds, ou tirer dans leur direction. C'est une violation des protocoles de la Convention de Genève. La Fondation humanitaire de Gaza, lors d'une conférence de presse, a même déclaré elle-même, en réponse à mes accusations de tir sur la foule, ils ont dit officiellement, « Nous tirons vers la foule, nous tirons à leurs pieds, nous tirons au-dessus de leur tête, nous tirons dans les talus et parfois nous tirons en l'air. » Ils viennent d'admettre qu'ils commettent des crimes de guerre. Nous parlons d'une population civile non armée. Vous ne pouvez pas tirer sur eux, en aucune circonstance. Aucune. Il n'y a aucune justification à cela. Tony, tu as mentionné l'une des histoires que je t'ai entendu raconter. C'était celle d'Amir, qui a parcouru un long chemin pour accomplir quelque chose, pour rassembler quelque chose pour sa famille. Et puis ils sont venus dire qu'il est vivant, qu'il n'est pas mort, que personne ne l'a tué. Quelle est l'histoire derrière Amir? Et quelle est la réalité de ce qui s'est passé là-bas?
Eh bien, pour être clair, personne n'a affirmé qu'il est en vie. En fait, sa famille essaie toujours de comprendre ce qui lui est arrivé. Où est son corps? Où est-il? Personne ne l'a vu. Le 28 mai, Amir était sur le site numéro 3. Un article est sorti bien plus tard d'une organisation appelée le Daily Wire. Cherchez le Daily Wire. Le Daily Wire appartient à Israël. Dans le Daily Wire, ils ont dit « Eh bien, nous avons parlé à la mère. » Et la mère a dit qu'Amir n'était pas sur le site numéro 3 le 28 mai. J'ai des vidéos et des photos qui le prouvent. Il était bien sur le site 3 le 28 mai. Ils disent « Oh, eh bien, il n'y était pas avant le 28 juillet. Je n'étais pas à Gaza le 28 juillet. Je suis parti d'Israël le 26 juin. » J'ai des photos et des vidéos du 28 mai. Amir était au site 3 le 28 mai. Il était là pour recevoir de l'aide. Il avait été séparé de sa famille. Son père avait été tué lors d'une frappe aérienne quelques semaines plus tôt. Sa famille avait été déplacée et séjournait dans le camp qui se trouve au nord de l'hôpital Nasser, lui-même au nord des sites. Il s'est rendu sur le site avec son oncle. Pendant qu'il se rendait sur place, ils ont essuyé des tirs, la foule s'est dispersée, les gens ont paniqué et il a été séparé de sa famille. Il était seul au site 3. Il ramassait des restes de nourriture et nous remerciait. Il était pieds nus, il mourait de faim. Et quiconque affirme que les habitants de Gaza, les Palestiniens, ne meurent pas de faim, c'est un discours irresponsable et malveillant, car ils meurent bel et bien de faim. Ce jeune garçon, ses ongles s'effritant et secs à cause de la malnutrition, sa peau complètement sèche et tendue par la déshydratation, sans chaussures, son pantalon maintenu par un bout de ficelle, seul. Et il était reconnaissant. Il est venu vers nous pour nous remercier. Lorsqu'il est parti, et que les contractants des solutions de l'ONU lançaient des grenades assourdissantes, tiraient en l'air et utilisaient des gaz lacrymogènes, la foule a paniqué et s'est mise à courir. Le plus grand groupe de civils présents sur le site était déjà parti quelques minutes auparavant. Amir et d'autres qui étaient là sur place faisaient partie de ceux arrivés après le grand groupe, des femmes et des enfants qui ne peuvent pas courir aussi vite ou aussi loin. Et encore une fois, il n'a pas de chaussures. Alors, tandis que cette foule était repoussée et qu'elle paniquait en courant parce qu'on leur tirait dessus avec des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles, les FDI à cet endroit. Et si quelqu'un retourne regarder l'interview que j'ai faite avec la BBC, Jeremy Bowen commence cette interview avec une vidéo. Et il dit dans cette vidéo, « Cela peut ressembler à une scène de bataille, ce n'en est pas une. C'est le site de distribution. Quand vous voyez les Palestiniens allongés dans le creux du terrain, dans la terre de chaque côté de la route, cette route qui se trouve entre ce groupe de Palestiniens, c'est la route qui sort du site numéro 3. C'est la route qui relie, vous voyez les lignes électriques? C'est le corridor de Marag. Cette route sur laquelle ils sont tous allongés, là où vous voyez les balles frapper. Et puis, on entend clairement les balles siffler dans la foule. C'est exactement à l'intersection de la sortie du site 3 et du couloir Marag. C'est là que cela s'est produit. Donc alors que ce groupe est évacué précipitamment du site et qu'ils sont en panique, les FDI tirent déjà sur la foule pour les forcer à rester à l'ouest, pour les empêcher d'aller vers l'est. Ainsi, alors que cette foule s'enfuit, elle se heurte à ce mur de tir. Ils se retrouvent face à ce mur de balles. Dans ce groupe, on voit des gens tomber au sol, on voit des gens ramper, on voit des gens traîner d'autres personnes, on voit des gens porter d'autres personnes, on voit des gens s'effondrer au sol. Et Amir était parmi eux. Une balle dans le torse, une balle dans la jambe, mort. Et l'arme qui tirait, c'est une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm montée sur un char.
Une mitrailleuse entièrement automatique qui tire des balles de calibre 7,62. Quand cette balle vous touche, elle vous déchiquette. C'est une arme destructrice. Cette mitrailleuse est utilisée pour neutraliser des véhicules ennemis ou du matériel ennemi. Et elle est utilisée contre des personnes non armées, des civils, des femmes et des enfants, dont beaucoup sont affamés. Alors, à tous ceux qui disent qu'Amir est encore en vie et que cela n'est pas arrivé, où est Amir? Où est-il? Où est-il? Amir est mort, et il est mort aux mains de l'IDF. Et le GHF est complice de cela pour son rôle, non seulement pour Amir, mais pour des centaines et des milliers comme lui, et des centaines et des milliers de Palestiniens qui sont morts de la même manière. CBS a diffusé un reportage il y a quelques nuits. J'implore tout le monde d'aller le regarder, car il y a un autre lanceur d'alerte. La personne dans cette interview de CBS, ce n'est pas moi. Il est anonyme, mais ce n'est pas moi. Cet individu se souvient du même incident où, en tant que chauffeur de camion, il était chauffeur de camion sous contrat avec GHF Solutions. Il raconte et confirme en vidéo la présence de balles, de bombes, de mortiers et de tirs de mitrailleuses. Il confirme même que lorsque des Palestiniens ont été tués à l'extérieur des sites, les camions de GHF ont chargé les corps et les ont emmenés pour s'en débarrasser. Cela vient d'une personne qui conduisait le camion, un sous-traitant. Donc, à tous ceux qui remettent en question ou doutent de la véracité de cela, vous devez vous regarder dans le miroir, parce que c'est vrai. Ne détournez pas le regard. Ne dites pas que cela n'est pas arrivé. N'essayez pas de trouver des excuses ou de le justifier. C'est mal. C'est un crime de guerre. C'est maléfique. Et les États-Unis, en ce moment, les États-Unis sont complices de cela. Quelle est la composition des forces présentes sur les sites que vous avez mentionnés? Les 3 sites qui fournissent de l'aide aux Gazaouis. S'agit-il de réservistes, de tireurs d'élite professionnels? Qui sont ces personnes? Je parle de l'armée israélienne. Donc, dans cette zone, au sud du corridor de Morag, qui était autrefois la zone de soutien et d'engagement des combats pour les opérations dans le centre de Gaza lors de l'opération Chariot de Gédéon, ce sont des réservistes. Ce sont tous des réservistes de la Tsahal, des conscrits et des réservistes rappelés en service. Vous voyez aux informations, je crois qu'il y en a 60 000 qui sont appelés sous les drapeaux, des conscrits. Et ça, c'est la Tsahal dans le sud. Ce sont des réservistes. Les réservistes ont été rappelés ou mobilisés. Ils ne reçoivent pas de formation. Ce ne sont pas des soldats professionnels qui passent leur temps à s'entraîner dans l'armée. Ils n'ont pas reçu beaucoup de formation avant d'être envoyés. Et cela se voit. Ils ne sont pas formés et n'ont pas l'expérience nécessaire pour opérer dans un environnement aussi compliqué, complexe et dynamique. Il faut beaucoup d'expérience pour agir dans une telle zone tout en respectant l'éthique et la morale. Oui. En ce qui concerne la communauté internationale et les Européens, on voit que les Européens, au Moyen-Orient et même aux États-Unis, beaucoup de gens veulent aider les Gazaouis. Mais quelle serait la solution à ce qui se passe à Gaza? Pensez-vous que l'UNRWA et les FDI ont montré une quelconque crédibilité pour continuer à fournir de l'aide? Ou faut-il qu'il se passe autre chose? Qu'on révolutionne d'une certaine manière le système qui tente d'apporter de l'aide aux Gazaouis? Que devrait-on faire, selon vous, pour les aider? Donc, pour la communauté internationale, les largages aériens, cela n'aide pas. Les largages aériens, il faudrait 1000 avions pour livrer suffisamment d'aide afin de fournir un jour de repas à la population de Gaza. Cela n'arrivera pas. Il n'y a pas assez d'avions parmi les forces alliées pour faire cela de façon soutenue. Les largages aériens sont une platitude, du papier peint, du camouflage,
un beau geste, c'est mieux que rien. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est que la communauté internationale exige la fin de la mascarade qu'est le GHF. Le GHF est le camouflage de l'outil de déplacement. C'est le camouflage qui permet à l'IDF et au gouvernement israélien de déplacer toute la population sous couvert d'aide humanitaire. La Fondation humanitaire de Gaza n'a ni la capacité, ni l'expérience, ni les moyens de fournir une aide humanitaire, une assistance humanitaire ou un secours humanitaire à grande échelle. Elle n'en a pas la capacité. Elle ne le fait pas, et elle ne l'a jamais fait. Ce que la communauté internationale doit faire, ce qui pourrait vraiment compter, c'est former un front uni contre la Fondation humanitaire de Gaza et demander sa fermeture. Parce que la Fondation humanitaire de Gaza appartient ou est contrôlée, si vous voulez, par les FDI. Elle n'est ni unilatérale ni indépendante. Elle est contrôlée par les FDI. La FAG doit cesser ses activités. Les États-Unis doivent concentrer leurs efforts diplomatiques et leurs ressources financières sur les Nations Unies. Le monde doit soutenir les Nations Unies. Et les Nations Unies doivent pouvoir entrer à Gaza en force, par tous les points de passage, avec 550 à 600 camions par jour. Les experts en aide humanitaire, les spécialistes de l'assistance humanitaire, les médecins, les infirmiers, les ingénieurs capables d'évaluer les réseaux électriques et d'assainissement. L'aide humanitaire, c'est bien plus que de la nourriture sèche dans une boîte. L'aide humanitaire concerne l'ensemble de la société. Lait infantile, couches, fournitures médicales, besoins hospitaliers, carburant, propane, eau, produits médicaux et d'hygiène. Tout ce dont une société a besoin pour vivre. La Fondation humanitaire de Gaza ne fournit rien de tout cela. Rien du tout. Même pas de l'eau. Les Nations Unies doivent être soutenues sans réserve par la communauté internationale et autorisées à intervenir et à accomplir le travail qu'elles mènent depuis 80 ans. C'est ce que la communauté internationale peut faire pour faire la différence. Ne rien faire et laisser la situation perdurer en complétant par quelques largages aériens, peut-être en laissant entrer 250 camions tous les quelques jours. 250 camions, ce n'est rien. Rien du tout. Le besoin est de 550 camions par jour, chaque jour. Donc dire « Oh, 250 camions sont entrés », ce n'est qu'un camouflage pour masquer le fait que nous les affamons. Une analogie que je donnerais, je l'ai déjà dit auparavant, c'est que si mes enfants allaient à l'école, mes enfants vont à l'école. Mais disons que mes enfants sont à l'école et que leurs enseignants, les enseignants représentent la communauté internationale. Mes enfants représentent Gaza. Mes enfants sont les Palestiniens. Et les enseignants viennent chez moi et disent « Vos enfants ont l'air émaciés et fatigués et il semble qu'ils ne soient pas nourris. » Ils disent qu'ils ne sont pas nourris. Nourrissez-vous votre enfant. Et je ne dis pas non. Ce que je dis, c'est eh bien oui, je nourris mes enfants. Je les nourris une fois par semaine. Je leur donne un sachet de biscuits, pas d'eau. Je leur donne un sachet de biscuits une fois par semaine. Je les nourris. Et je le dis avec assurance, comme si ce que je faisais était juste. La communauté internationale devrait condamner cela et dire non, vous ne savez pas ce que vous faites. Vos enfants devraient vous être retirés parce que vous n'êtes pas responsable et vous devriez aller en prison. La Fondation humanitaire de Gaza devrait être fermée et les dirigeants devraient être tenus responsables de leur rôle dans la poursuite de la famine et du génocide. Et cela devrait cesser. Les Nations Unies sont conçues et équipées pour cela. Et rappelons-nous tous que les Nations Unies ont été empêchées d'entrer. L'UNRWA, le Programme alimentaire mondial, World Central Kitchen, MSF, d'autres organisations, le Comité international de la Croix-Rouge, le Croissant Rouge, ont été empêchés d'entrer, sous prétexte que le Hamas s'emparait de toute la nourriture, de toute l'aide. Pourtant, il y a quelques semaines,
2 organisations israéliennes, les Nations Unies, les États-Unis et des pays européens, à travers leurs enquêtes et évaluations, ont tous délivré un message commun. Il n'existe aucune preuve ou indication de cela. Il n'y a aucune preuve ou indication que le Hamas s'emparait de toute l'aide. Donc le raisonnement selon lequel l'aide a été interrompue n'est pas fondé. Nous devrions réactiver immédiatement le mécanisme de l'ONU. Et à la communauté internationale, nous n'avons pas des semaines, nous n'avons pas des mois, nous avons des jours avant de voir ce qui va se passer. Et quand nous verrons ce qui se passe, cela va nous mettre à genoux. Attendez de voir les foules de Palestiniens sortir de la ville de Gaza et de Jabalia, se dirigeant vers le sud. Attendez de voir le niveau de famine qui règne dans la ville de Gaza. Rappelez-vous, la ville de Gaza a été complètement coupée du monde, complètement coupée depuis mars. Absolument rien n'entre, rien ne sort. Aucun journaliste, aucune caméra. Les seuls journalistes qui restent sont désormais morts. Le monde va bientôt se réveiller. Et en ce moment, nous avons l'opportunité d'agir. Un jour, et ce jour viendra bientôt, tout le monde dira que c'était une erreur. Allons-nous reconnaître que c'était une erreur sur les cendres des Palestiniens qui ont été tués, quand il sera trop tard pour faire quoi que ce soit? Ou allons-nous agir maintenant, alors que nous savons que c'est mal, avant qu'il ne soit trop tard? Et encore une fois, à la communauté internationale, nous n'avons pas des semaines ou des mois. C'est une question de jours. Et quand ce jour viendra, si nous, en tant que communauté mondiale, les États-Unis, les nations arabes, l'Europe, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, le monde, ne nous opposons pas à cela, nous ne pourrons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Ce sera notre faute. Si les États-Unis veulent savoir ce qui se passe à Gaza, comment peuvent-ils obtenir l'information? Vont-ils l'obtenir je parle de ces sites, de ces camps qu'ils essayent de ces centres de santé? Et vont-ils l'obtenir du GHF? Vont-ils l'obtenir de l'IDF? Qui fournit aux États-Unis des informations concernant ces sites? Eh bien, le GHF fournit toutes les informations directement à l'administration concernant ce qui se passe sur les sites. Et ce sont des mensonges. Dire que nous nourrissons la population, mensonge. Dire qu'il n'y a pas de tir ou que personne n'est tué autour ou près des sites, mensonge. Dire que la Fondation humanitaire de Gaza opère de manière indépendante, mensonge. J'y étais tous les jours, chaque jour, à 11 heures précises. La direction du SRS et celle de l'UGS, ainsi que les planificateurs dont je faisais partie, étaient convoqués par les FDI dans leur petit bureau sur notre site à Kerem Shalom. Et on nous disait, on nous ordonnait, voici où vous livrerez, voici à quelle heure vous livrerez, voici les sites où vous livrerez, voici la quantité d'aide que vous livrerez par camion. Voici combien de temps vous allez le livrer. Ils étaient responsables de tout. Ils décidaient quand nous pouvions entrer à Gaza, quand nous pouvions quitter Gaza, si nous pouvions même entrer à Gaza. Certains jours, les FDI disaient non, personne n'entre aujourd'hui. Cela devrait inquiéter. Le GHF n'est pas une entité indépendante. C'est un appendice, un bras des FDI. Donc toutes les informations qui vont à l'administration, qui passent par le GHF, ne peuvent pas être fiables. Alors, qui informera l'administration? Il faut un organisme indépendant. Les Nations Unies remplissent ce rôle. Et je ne comprends pas pourquoi les États-Unis ont tourné le dos et rejeté les Nations Unies. Nous avons créé les Nations Unies. Nous étions l'un des 6 signataires originaux qui ont fondé les Nations Unies. En 1945, il y a 80 ans, les États-Unis ont participé à cette création. Pourquoi tournons-nous le dos aux Nations Unies aujourd'hui? Parce qu'il s'agit de Gaza? Parce qu'Israël nous l'a demandé? L'Amérique que je connais,
et l'Amérique que j'ai juré de protéger et de défendre pendant 25 ans en uniforme. L'Amérique que je connais n'est pas une Amérique qui façonne sa politique étrangère et ses actions en fonction de ce qu'un autre pays lui dit de faire. Ce n'est pas l'Amérique dans laquelle j'ai grandi. Je ne comprends donc pas pourquoi cela se produit aujourd'hui. Mais l'Amérique, les Américains, les électeurs, les citoyens doivent se lever et condamner cela. Ou croyez-moi, dans les jours et les semaines à venir, nous verrons l'horreur véritable de cette situation. Nous dirons tous que nous avons toujours su que c'était mal et il sera trop tard. Et dans les annales de l'histoire, nous ne pourrons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Et je suis sérieux. Oui, Tony, avant de conclure cette session, penses-tu qu'en comparant l'administration Biden et l'administration Trump, tu observes un changement dans les politiques envers Israël et ce qui se passe à Gaza? Ou bien, constates-tu que ce sont les mêmes politiques, seule l'administration change, mais rien de substantiel ne change concernant la situation à Gaza et en Palestine? Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une question de savoir quelle administration est au pouvoir, républicaine, démocrate ou autre, ou si c'est davantage une question de manipulation et de contrôle. Je n'en sais pas assez. Je n'ai pas suffisamment d'exposition ou d'expérience des faits pour savoir s'il s'agit de politique ou si ce sont des décisions prises en l'absence de politique. Je ne pense pas que ce soit réellement à cause de la politique. Je pense que c'est parce que nous manquons de politique. C'est un autre problème pour les États-Unis. C'est le moment de se demander, quand avons-nous eu, pour la dernière fois, une véritable politique étrangère? Si l'on y réfléchit, il faut remonter jusqu'à la doctrine Monroe, lorsque les États-Unis avaient une véritable doctrine de politique étrangère, que Theodore Roosevelt a ensuite transformée en corollaire Roosevelt et que JFK a ensuite adapté à l'approche Kennedy pendant la guerre froide. Quand avons-nous eu une véritable politique étrangère, codifiée et sérieuse, pour les États-Unis? Nous n'en avons jamais eu, durant toutes mes années de combat en Afghanistan, en Irak, en Syrie, et lors de mes déploiements en Jordanie, au Tadjikistan et partout dans le monde. J'ai toujours eu l'impression que l'armée courait après la politique dans le désert, essayant de comprendre ce que nous faisions. Donc je ne pense pas que ce soit à cause de la politique. Je pense que c'est à cause d'un manque de politique. Et dans ce vide, il y a alors une manipulation par Israël pour dicter ce que nous devrions faire. Par exemple, frapper les sites nucléaires en Iran. Ce n'est pas dans la politique étrangère américaine. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Nous l'avons fait parce que nous y avons été entraînés. Parce qu'Israël a pris la décision de dire, eh bien, nous ne pouvons pas terminer le travail sans vous, l'Amérique. Vous êtes les seuls à avoir la bombe. Et nous l'avons fait contre notre politique depuis des années, contre une frappe préventive sur un ennemi ou une nation qui n'a rien fait. Et c'est ce qui se passe à Gaza. Israël est entré dans ce conflit, a entraîné les États-Unis et maintenant on en est arrivé à un point où le monde voit la vérité. Et Israël dit, nous devons aller jusqu'au bout. L'Amérique, tu es avec nous. Viens avec nous. Les États-Unis doivent s'opposer à cela maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup, Tony, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous recevoir et d'entendre parler de votre expérience à Gaza, ainsi que de vos analyses. Je suppose que vous connaissez très bien le Moyen-Orient et que vous êtes bien informé sur la situation actuelle, car vous avez été en Irak, comme vous l'avez mentionné, au Tadjikistan et dans ces pays. Je crois vraiment qu'il y a un manque de politique aux États-Unis en ce qui concerne le Moyen-Orient. Il n'y a pas de grande stratégie et cela nous nuit. Merci beaucoup, Tony. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. C'est un honneur, c'est un plaisir et merci pour cette discussion.
Vous savez, j'ai. You know, I've had the internet. J'ai demandé à mon fournisseur d'accès Internet de le réinitialiser 2 fois et de l'améliorer 2 fois, et ça continue quand même. Donc je pense qu'on me censure, mais je vais continuer. Je vais persévérer. I'll keep on going. Cela pourrait être. Continuez dans cette direction. Vous faites du bon travail. Merci beaucoup, Tony. Thank you and thank you Merci. very much. Et merci beaucoup. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Merci pour ce que vous faites et merci pour cette opportunité. Thank you for the opportunity. À bientôt. J'espère vous voir bientôt, car nous avons besoin de vous entendre. I will see you soon. Yes, sir. Je vous verrai bientôt. Oui, monsieur. Au revoir.